Et ben voilà, ça y est, ça démarre, c'est maintenant. Parentalité, enfance, la CISM 2018, chez nous, ici à la Cité, je dis chez nous, parce que oui, on est chez nous, à la Cité des Arts de la Rue. Maintenant, pour la 4e année, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est maintenant que ça commence. Et ça va commencer avec le tout début, le début du début, c'est-à-dire la naissance. Parce que parentalité, enfance, c'est... Alors, la conception, on en parlera un petit peu plus tard, mais là, on rentre dans la naissance. Et Gaïa, qui va nous rapporter un petit peu les résultats de ses expériences et de son expertise, va être introduite dans son travail par Sandrine, qui va nous lire un texte. Alors, ce texte, Ali, d'où il arrive ? D'Italie, je crois, hein, c'est ça ? Il arrive déjà d'Italie. On a fait passer par les conteneurs de shit, par le Maroc, tout ça. Voilà. Ça a pris le réseau comme ça, tu vois. Donc Sandrine, je te passe le micro et merci à tous d'être là, de vous être levés. C'est vrai qu'on avait mis la barre un peu haut, 10 heures. Donc bon, là c'est 11 heures. Donc on va vous présenter quelque chose, mais ensuite il y a un débat. Et n'hésitez surtout pas à réagir et à poser des questions. On est là pour ça, d'abord et avant tout. Bonjour à tous. Soyez indulgents. C'est la première fois que je fais une chose pareille, mais j'avais envie de m'investir de cette manière-là, en fait, pour ces journées-là, pour la première fois. Quand on m'a proposé de lire un texte, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi génial. Donc j'espère que je vous ferai partager ça avec cette lecture. Donc ce texte a été inspiré par l'histoire de Teresa, datant de 1890, et de Francesca en 1906. C'est donc, alors ton nom s'il te plaît, c'est toi qui l'as écrit, Gaïa, qui a écrit ce texte. Elle a recueilli donc tout ça dans les archives de l'ex-hôpital psychiatrique Santa Maria della Pieta à Rome. Je suis hors du bureau du médecin dans la préfecture de police de Trastevere et j'entends le ton inquiet de ma sœur dans la salle d'à côté. Elle raconte au médecin qu'il m'a été difficile de m'intégrer à Rome. Elle lui explique qu'avant cela, on habitait dans un petit village dans le Latium. Après nos mariages, on avait emménagé ensemble à Rome avec nos maris, parce qu'il n'y avait plus de travail dans les campagnes. Je l'entends parler d'autres fois, où Antonio, mon nouveau copain, m'avait frappé. C'est à partir de ce moment-là, dit-elle, que ma sœur a commencé à avoir des comportements étranges. Elle ajoute que c'est par rapport à cette violence que j'ai commencé à ne plus manger, ne plus dormir et à ne plus m'occuper de mes enfants. Je suis hors du bureau du médecin, dans la préfecture de police de Trastevere, et j'entends le ton accusateur de ma voisine dans la salle d'à côté. Elle raconte que cela fait 1 mois que j'ai commencé à délirer. Elle prétend m'avoir entendu crier sur mes enfants. Elle dit m'avoir surprise à lancer un tableau de la Vierge contre la petite, à crier que je voulais aller au Tibre et que je voulais me suicider avec mes enfants. Elle ajoute que quelques heures après, une autre voisine m'a vue agenouillée devant la porte avec la petite dans les bras en demandant pardon pour mes péchés. Je suis hors du bureau du médecin dans la préfecture de la police de Trastevere et j'entends le ton paternaliste du médecin dans la salle d'à côté. Il dit que souvent, dans les 40 jours qui suivent l'accouchement, les femmes commencent à délirer. Mais dans mon cas, la situation n'est plus normale. Il pense que je suis dangereuse. Il est temps de m'interner à l'hôpital psychiatrique de Santa Maria della Pieta. Interné ? Il a répété ce mot plusieurs fois pendant la visite médicale. Je n'arrivais pas à parler quand je suis entrée. Je pleurais et j'arrivais seulement à dodeliner mes pieds sur le rebord de la table d'examen. « Vous la voyez ? Elle est apathique », disait le médecin à ma sœur. Il a essayé de m'enlever le bustier et de mettre ses mains sur mon ventre. J'ai commencé à crier. Je ne voulais pas. Je savais qu'à partir du moment où ils m'auraient examinée et mesurée, alors je serais à leur merci. Il aurait probablement trouvé quelques anomalies en scrutant mon corps. Je n'aurais eu alors aucune chance d'éviter l'hôpital psychiatrique. Je connais ces choses-là. J'y ai été à l'hôpital psychiatrique 2 fois. La première, parce que les médecins disaient que j'étais hystérique. La deuxième,
après la naissance de mon premier fils. Je ne me souviens quasiment de rien de ces séjours, sauf les sangles qui me tenaient bloquée au lit dans le service des agités. Les sœurs infirmières m'obligeaient à manger. Je voyais tout brouillé. Je dormais toujours, certainement à cause des médicaments qu'elles me donnaient. J'avais entendu dire par une autre patiente qu'il s'agissait de bromure, un sédatif que son mari donnait aux chevaux. Je me rappelle aussi que quand je recommençais à parler et à réclamer mes enfants, alors il me transférait dans le service des couturières. L'ambiance y était plus soutenable. Je travaillais là-bas tous les jours. De cette manière, je payais une partie de la pension et j'occupais l'esprit. Comme j'avais déjà été à l'hôpital psychiatrique, je savais que je devais parler, que je devais jouer le rôle de la mère repentie. Pourtant, j'arrivais à rien. Seulement pleurer et dodeliner mes pieds sur le rebord de la table d'examen. « Madame, j'ai besoin que vous me parliez de vos menstruations et de vos accouchements, s'ils ont été toujours réguliers, si vous avez eu des problèmes. » Les 2 autres fois, le médecin m'avait posé les mêmes questions. Les médecins la posaient à toutes les femmes internées avec moi dans l'hôpital psychiatrique. Et cette fois, comme les autres, je ne comprenais pas quelle relation il trouverait entre mon sang, mes accouchements et ce nœud qui me serrait la gorge. Quelle relation pourrait-il y avoir entre ces données et le poids qui écrasait mes épaules et qui m'empêchait de me lever du lit et de m'occuper de mes enfants? Je ne comprenais pas, mais je savais que je devais répondre. « Ça suffit si vous me dites que tout s'est bien passé. » J'ai acquiescé. Il m'a demandé si maintenant il pouvait m'examiner. J'ai acquiescé de nouveau. Je le sentais me mesurer les oreilles, la circonférence de ma tête, la distance entre mes yeux. Il remplissait une fiche qui servirait à demander mon internement à l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas lire, mais je l'ai entendu nommer la couleur de mes cheveux, la forme de ma bouche, de mon nez et l'odeur de mes urines. Quand cette éprouvante visite s'est terminée, il m'a demandé pourquoi j'avais commencé à me comporter de cette manière étrange. Il n'avait pas encore fini de me poser la question qu'il était déjà en train de répondre à ma place. « Bien sûr, l'accouchement, l'allaitement. C'est physiologique, madame. Vous ne savez pas combien de femmes je vois chaque jour. Comme vous, après l'accouchement, elles commencent à ne plus s'occuper de leurs enfants, de la maison, et à avoir des comportements étranges envers leur mari. C'est une phase passagère. Votre corps a seulement besoin de se purifier. » J'ai recommencé à pleurer. Mais cette fois, j'ai réussi à hocher la tête. « Vous ne croyez pas? Alors selon vous, d'où viennent ces comportements anormaux ?» Il me l'a finalement demandé. Je lui dis que non. Ma souffrance ne venait ni de mon sang, ni de mes accouchements. Du moins, pas seulement. Je lui dis que ma tristesse résultait du fait qu'après la mort de mon mari, j'avais décidé d'aller habiter avec un nouveau compagnon sans me marier. À partir de ce moment-là, j'avais tous les yeux du quartier bloqués sur moi. Plus personne ne me parlait. Et après la naissance de ma dernière fille, j'étais devenue complètement transparente. Je me confiais à ma voisine à propos de mon corps transformé. Je lui disais que je me sentais mal dans ma peau. Et en retour, elle me questionnait sur le sommeil de ma fille. Je parlais à ma sœur de ma fatigue, des peurs qui m'assaillaient pendant la nuit et qui prenaient la forme du diable en personne. Elle répondait que je ne devais pas dire ce genre de choses, qu'il valait mieux m'occuper de mes enfants. Mais à cette période, j'étais fatiguée. Ils me sollicitaient sans cesse. Je n'arrivais plus à supporter leurs pleurs. Le regard des autres m'épuisait. J'étais déçue de l'homme que j'avais choisi. Et peut-être, oui, que j'étais triste aussi, parce qu'après la naissance de mes enfants, je n'avais plus de place. Ils avaient respiré tout mon air. Ils avaient occupé tout mon espace, toutes mes pensées. Vous parlez de vos enfants comme un fardeau. Ceci n'est pas normal pour une bonne mère. Il avait prononcé ces mots, normal et bonne, plus doucement, en faisant une petite pause après, pour s'assurer que je me rendais compte de mes manquements. « Est-ce que vous le comprenez ?» me demanda-t-il en découpant lentement chaque syllabe. J'ai répondu oui. Comment lui expliquer qu'il se trompait? Comment justifier à cette personne que l'amour que je porte à mes enfants a été le chemin le plus douloureux,
le plus incompréhensible et le plus ambigu que je n'ai jamais parcouru de ma vie. Comment lui expliquer l'amour passionné, la joie que j'ai à observer ces corps vifs et ces esprits enthousiastes, la surprise de leur amour inconditionnel à côté de mon incapacité à les aimer totalement? Comment lui dire qu'eux aussi, si mes enfants sont toute ma vie, des premières années de leur vie, je ne me souviens que de cette ambivalence, de l'angoisse, de la fatigue, de la rage, de la culpabilité, de l'ennui. J'ai finalement répondu oui, quand le médecin m'a demandé si je réalisais d'être une mauvaise mère et qu'il serait plus raisonnable de me faire soigner à l'hôpital psychiatrique. J'ai répondu oui, parce que j'ai capitulé devant l'absurdité de cette situation. Celle où un homme m'explique comment fonctionne mon corps en tant que femme et comment devrait fonctionner mon esprit en tant que mère. Merci. C'est le moment que Marianne, avec son verre à la bouche. Alors, je m'appelle Gaia Manetti. Je suis italienne, donc je m'excuse en avance pour ma prononciation. Et je suis une chercheuse en histoire de la médicalisation et philosophie des genres. Et le texte qu'on vient de lire a été inspiré par des dossiers médicaux que j'ai consultés dans les archives de l'ex-hôpital psychiatrique de Rome, les Santa Maria della Pietà, et en occasion d'une recherche que je viens de terminer. Et la problématique de cette recherche portait sur l'influence du genre et du rôle parental dans les discours et les pratiques des psychiatres d'un côté et sur l'autoperception de la maladie des patients romains de l'autre côté. Mais la période choisie était celle entre 1890 et 1911. Et j'ai choisi cette période parce qu'il s'agit du moment du passage en Italie, mais aussi en France, en Europe en général, on peut dire, d'une interprétation morale de la maladie mentale à une interprétation biologique. À partir de ces moments-là, la cause de la maladie mentale commence à venir chercher dans les corps. Et en même temps, il s'agit des années des énormes changements politiques, culturels et sociaux en Europe. Ce sont les années de l'entrée des femmes dans le monde du travail, dans le monde des usines. Ils sont les années des premiers mouvements féministes, donc du début d'une réflexion sur l'entrée de la femme dans la sphère publique. Sont les années du début d'un nationalisme qui commence à réfléchir sur la valeur, sur la valeur économique de l'enfant et qui commence à créer un lien entre la natalité et la puissance de la nation. Donc, dans ces années, les pouvoirs politiques, il est vraiment préoccupé par la possibilité d'un bouleversement des rôles des genres et par les risques d'un bouleversement de la structure de la famille. Donc, c'est les pouvoirs politiques qui demandent à la psychiatrie, à une psychiatrie et à une médecine qui devient sociale, de réguler les conduites sexuelles et de protéger la famille traditionnelle. Et ça passe aussi par la pathologisation des conduites anormaux des mères dénaturées, comme j'appelais les mères dans ma recherche, et des hommes impulsifs. Donc ça, en ce qui concerne cette période, donc c'est une période où on voit une femme qui sort de la maison et par contre un homme qui semble devenir plus féminine, loin des travaux matériels de la campagne. Et donc ça, en ce qui concerne la période. En ce qui concerne les terrains de ma recherche, comme je disais, il s'agit de l'ex-hôpital psychiatrique de Rome. Je parle de ex-hôpital psychiatrique de Rome parce que, comme je pense que vous savez, en Italie, après la loi Basaglia, en 1978, il y a eu la fermeture des hôpitaux psychiatriques qui ont été remplacés progressivement par des services psychiatriques dans les hôpitaux généraux,
pour les patients avec des troubles mentaux plus graves et par toute une gamme de services communautaires pour les patients avec des troubles mentaux moins graves. Donc l'idée, c'est une détériorisation de la psychiatrie, faire sortir les patients de l'hôpital psychiatrique, la grande structure, et créer des petites structures sur les territoires où les patients peuvent commencer à travailler, être plus à côté de leur famille. Donc ça, Gaïa, tu as juste, pour compléter ton propos, tu as le portrait de Franco Basaglia. Oui, là, il y a le portrait de Franco Basaglia. Et qui explique un peu tout ce que tu viens de dire. Oui. Et à côté, il y a le portrait d'Édouard Toulouse. Vous savez, c'est la personne qui vraiment commence la tradition de l'hygiène mentale en France. Et en France, c'est la première personne qui réfléchit sur le développement des services libres dehors de l'hôpital. Donc maintenant, dans les locaux du Santa Maria della Pietà, il n'y a plus de patients, mais il y a seulement les archives où j'ai conduit ma recherche et un musée dédié à la santé mentale. Oui. Quoi? Non. Maintenant, les hôpitaux psychiatriques, ils n'existent plus en Italie. Et il y a des services psychiatriques dans les hôpitaux généraux. Et après, à côté, il y a des petites structures dans les territoires où les patients peuvent travailler, sortir quand c'est possible. Oui, c'est ça. Ah ouais. Oui, j'étais là. Ouais. Non, en Italie, ça a changé. Et maintenant, les locaux de l'hôpital, de l'ex-hôpital psychiatrique, là, il n'y a plus de patients. Il y a des structures psychiatriques, mais il n'y a plus l'hôpital comme structure fermée. Donc l'idée, c'est de donner la possibilité aux patients d'être plus proches à leur maison, de pouvoir travailler un peu plus autonome. Oui, ça c'est l'idée. Oui. C'est en Italie. Hein. Quoi? C'est en Italie. Donc là, justement, avant que, comme ça, après vous aurez toutes les questions que vous pouvez poser. Là, elle va juste poursuivre sur ton étude là, que tu mènes sur le blues, le baby blues. Et après toutes ces questions, il y a des psychiatres et des patients, mais pas patients. Et des personnes qui veulent justement voir ce qui se joue d'un pays à un autre et l'organisation de la santé mentale, pourquoi elle se pratique là-bas ou pas, on pourra en parler si vous voulez. Oui, mais vous pouvez intervenir quand vous voulez. Okay. Donc, en partant de ces archives et des dossiers médicaux ici conservés, dans cette recherche que j'ai intitulée « Mère dénaturée et homme impossible », je me suis interrogée, comme je viens de dire, sur les liens entre psychiatrie et genre et les liens entre psychiatrie et rôle parental, à travers l'analyse de l'évolution des discours sur la maternité naturelle des femmes et l'impulsivité normale des hommes, et des pathologies différentes étroitement connectées avec ces thématiques. Alors, en ce qui concerne les femmes, je me suis intéressée à ce qui était appelé la folie puerpérale, appelée aujourd'hui dépression postpartum, et en ce qui concerne les hommes, à la paralysie progressive, que c'est une dégénération neurologique de la syphilis, donc d'une infection sexuelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer que sur l'analyse de la folie puerpérale, parce que c'est une maladie qui questionne vraiment les sujets de cette édition de La folle histoire des fous, c'est-à-dire les rapports entre psychiatrie et parentalité. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la folie puerpérale? Mais comme je disais, il s'agit de la pathologie appelée aujourd'hui par la psychiatrie contemporaine dépression postpartum. Toutefois, entre les dossiers que j'examinais, il y avait aussi des cas qu'aujourd'hui on appellerait plutôt des baby blues, caractérisés par des comportements particulièrement bizarres ou dangereux.
Mais je rappelle que la différence entre baby blues et dépression postpartum est que les baby blues consistent dans un déséquilibre émotionnel qui concerne la femme dans les jours qui suivent l'accouchement. Normalement, les médecins parlent de 10-15 jours après l'accouchement. Par contre, les psychiatres parlent de dépression postpartum si ces comportements se prolongent dans une période plus longue et ils s'ajoutent à des symptômes plus graves, donc des tentatives de suicide, des situations un peu plus... Les baby blues n'est pas considéré en pathologie, mais seulement une phase physiologique passagère, donc une phase qui concerne un processus naturel du corps féminin. Par contre, la dépression postpartum est considérée une maladie mentale. Cette distinction entre dépression postpartum et baby blues existait aussi à l'époque de ma recherche, mais elle n'était pas si nette. Donc, les psychiatres de l'époque parlaient des folies puerpérales en se référant à une maladie liée au sens large à la maternité et en particulier à 3 moments de devenir mère, l'accouchement, l'allaitement et les postpartum. Quand je parle de postpartum ou d'état puerpéral, je me réfère à la période qui suit l'accouchement d'une durée de 40 jours à peu près. Il s'agissait des femmes qui, dans la lecture des médecins, immédiatement après l'accouchement ou un peu plus tard pendant les postpartum, avaient commencé à présenter une série de comportements considérés non naturels pour une femme. Il s'agissait de mères apathiques, colériques, agressives, qui arrêtaient de s'occuper de la maison, des enfants et du mari et explosaient dans des excès de colère en menaçant de battre un parent ou en tentant de se suicider. En ce qui concerne cette pathologie, ce que j'ai cherché de faire dans ma recherche, c'est d'examiner, j'ai consulté 40 dossiers médicaux. Et là, sur les dossiers médicaux, peut-être il faut ajouter quelque chose. Moi, quand j'ai commencé cette recherche, j'avais aucune idée de comment était construit un dossier médical. Et je m'attendais à un document médical, vraiment des notions. Par contre, j'ai trouvé des histoires, presque des romans. Et c'était vraiment intéressant d'aborder cette typologie de sources. Il y a eu un débat historiographique très important à propos de l'idée d'utiliser les dossiers médicaux comme source historique, parce qu'il y a ceux qui soutiennent, comme Franco Basaglia, que la médiation faite par les psychiatres dans l'écriture des histoires, c'est trop forte, parce qu'on peut accéder vraiment à la vérité d'une histoire et parce qu'on peut accéder aussi à l'autoperception de la maladie par les patients. Par contre, il y a des historiens qui pensent, c'est le cas par exemple de Vincia Fiorino, qui est une historienne italienne experte en histoire de la psychiatrie. Elle, par exemple, elle pense que les dossiers médicaux... dans les dossiers médicaux, oui, c'est vrai, il y a une médiation importante faite par les psychiatres, mais à côté, on arrive quand même à saisir la perception de la maladie des patients. Et ça, moi, après que je viens de terminer ma recherche, je pense que c'est plutôt vrai. C'est vrai qu'il y a une médiation très forte opérée par les psychiatres, mais c'est vrai qu'à côté, on arrive à capter les pensées, les sensations des patients. Mais comme je disais, j'ai analysé 39 patientes, les dossiers médicaux des 39 patientes, et en analysant pas à pas leur parcours, j'ai cherché de faire ressortir et de questionner les éléments problématiques qui se cachaient derrière les liens de la maladie à l'appartenance au sexe et au genre féminin. Les premiers éléments que j'ai trouvés et qui émergeaient aussi dans les textes qu'on a lus ensemble concernent les causes de la maladie mentale, donc de la dépression postpartum identifiée par les psychiatres. À cet égard, il faut dire que les parcours des femmes que j'ai analysées dans la période avant l'entrée de l'hôpital étaient très différents
l'un par rapport à l'autre. En effet, certains venaient interner quelques jours après l'accouchement ou quelques mois après, tandis que d'autres venaient interner 6 ou 10 mois après la fin de l'accouchement ou la fin de l'allaitement. Certains avaient montré effectivement un sentiment de colère ou d'indifférence envers leurs enfants. Et dans ces cas, les femmes avaient souvent des hallucinations et des délires de culpabilité qui faisaient ressortir vraiment ce sens de culpabilité concernant leur conduite anormale en tant que mère. Mais il y avait des cas dans lesquels la cause de la maladie semblait n'avoir rien à voir avec l'effet d'être devenue plus ou moins récemment des mères. Mais il y a des cas, c'est l'exemple aussi qu'on a lu ensemble dans les histoires de Teresa et de Francesca. Il y a l'expérience de la migration, que c'est une expérience qui a une influence importante dans leur histoire. Il y a l'expérience de violences domestiques, mais j'ai trouvé aussi dans les dossiers des expériences de viol, d'abandon par les maris, où en général j'ai trouvé des conditions socio-économiques défavorables qui faisait que l'expérience de la maternité était sûrement plus difficile à gérer. Et toutefois, malgré la présence de cette variété des éléments, les psychiatres, dans les cas des femmes, une fois qu'elles entraient dans l'hôpital psychiatrique, faisaient attention, seulement c'est un peu fort, mais principalement à l'histoire biologique de ces patientes. Donc, les moments de développement, on a vu l'attention aux règles, la régularité ou l'irrégularité de leur menstruation, les accouchements, l'allaitement et les postpartum. Donc, une attention importante sur l'histoire biologique des femmes qui oubliait complètement, en premier lieu, l'absence des causes organiques précises. Les médecins et les psychiatres n'arriveront jamais à trouver un référent biologique précis qui détermine, qui explique la dépression postpartum. L'interprétation des psychiatres oublie la présence des épisodes traumatiques de grande importance qui caractérisent ces histoires. Et sont des épisodes qui caractérisent l'histoire de ces mères en tant que femmes, en tant qu'individus et pas en tant que mères. Et enfin, c'est l'interprétation de la dépression postpartum. Elle oublie les conditions, comme je disais, les conditions socio-économiques défavorables dans lesquelles ces femmes se trouvent à vivre l'expérience de la maternité. Il faut savoir que presque la totalité des patients qui ont été internés à l'hôpital psychiatrique étaient des femmes et des hommes pauvres, pour la plupart analphabètes ou pas du tout instruites, des migrantes, donc ils venaient par des autres régions de l'Italie, et donc ils arrivaient à Rome sans vraiment un milieu, des repères autour. Bien que je ne vais pas tomber dans la surinterprétation, mais je pense de pouvoir affirmer que tous ces éléments que je viens de raconter pourraient suggérer que dans la majorité des cas, la connexion des troubles mentaux de ces femmes avec des épisodes physiques liés à leur sphère reproductive était un lien forcé. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des cas dans lesquels, effectivement, il y avait un lien entre les troubles mentaux et l'expérience de la maternité, mais pour la plupart des cas, il y avait ces liens, j'ai trouvé que c'était un lien forcé. En d'autres termes, on peut dire que les psychiatres de l'époque, en affirmant que toutes ces femmes étaient malades à cause des problèmes qui ne concernaient que leur utérus, avaient une lecture réductionniste de ces histoires, qui ne prenait pas en compte les composantes individuelles et politiques. En écoutant cette interprétation, on pourrait avancer des objections. En premier lieu, on pourrait penser que cette connexion de la maladie de ces femmes avec leur sphère biologique dépendait de la spécificité de cette pathologie, qui effectivement pouvait avoir un lien très fort avec la dimension biologique.
Mais si on regarde des autres pathologies, ben, par exemple les cas féminins de la paralysie progressive, on peut voir qu'on peut trouver la même logique. C'est-à-dire, dans les cas masculins donc des hommes affectés par la paralysie progressive, les hommes parlaient comme cause de la maladie des influences externes qui avaient causé l'infection sexuelle et ensuite la dégénérescence neurologique. Donc, par exemple, la vie dans la ville moderne. Par contre, pour les femmes affectées de la même pathologie, ils trouvaient comme cause de la pathologie la ménopause et des traumatismes émotionnels. Et la syphilis était considérée un effet de ces processus. Donc, encore une fois, la dimension biologique était mise en première place. Mais la deuxième objection qu'on pourrait avancer, c'est qu'il s'agit d'une interprétation liée au contexte historique spécifique, qui aujourd'hui a été dépassé. Alors, c'est vrai, certainement, que toutes les interprétations des maladies mentales changent selon les contextes historiques et culturels. Et c'est pour cette raison que j'ai dédié une longue partie de ma recherche à la description du contexte historique et culturel de l'Italie dans ces années. Toutefois, c'est vrai aussi que bien qu'aujourd'hui il y a des opinions discordantes au sein de sciences scientifiques à propos de l'existence d'une dimension genrée de la maladie mentale, on trouve quand même dans les statistiques actuelles une division entre les maladies mentales considérées plus féminines et des maladies mentales considérées plus masculines. En effet, aujourd'hui, par exemple, la psychiatrie voit dans les troubles alimentaires, donc on pense à l'anorexie par exemple, dans l'anxiété, dans la dépression, tout comme dans les troubles liés aux dysfonctions sexuelles, les maladies typiques du sexe féminin, et dans les suicides et les crises de violence, les souffrances psychiques à caractérisation principalement masculine. Mais ensuite, en regardant les statistiques et les analyses des psychiatres contemporaines, il est clair un deuxième aspect. Encore aujourd'hui, chez les patients femmes, on trouve beaucoup plus fréquemment que chez les patients hommes un lien entre troubles mentaux et sphère biologique. Donc, la psychiatrie contemporaine insiste encore beaucoup sur la relation entre souffrance psychique féminine et règles, cycles hormonaux, accouchement, postpartum, ménopause. Et c'est vrai que l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, c'est une expérience féminine d'un point de vue corporel. On peut dire que aussi les hommes ont des cycles hormonaux. Mais dans les diagnostics des psychiatres, la dimension biologique de l'existence masculine ne vient pas encore vraiment prise en compte. Donc, oui, c'est vrai, il y a une influence de la dimension du contexte historique italien de ces années, mais il y a des éléments qu'on trouve encore aujourd'hui dans la psychiatrie contemporaine. Le deuxième élément problématique dans l'interprétation psychiatrique de l'époque à propos du lien entre la maladie et l'appartenance au sexe féminin concerne la question de la naturalité de l'instinct maternel. Mais la question de l'instinct maternel, elle est ressortie beaucoup aussi dans les textes qu'on a lus ensemble. Mais la logique générale qui s'est cachée derrière les raisonnements des médecins était à peu près les suivants. Mais chez les femmes normales, leur physiologie les conduit à être faites naturellement pour être mères. Et en même temps, petit paradoxe, leur corps et leur psyché deviennent particulièrement fragiles dans les moments de l'accouchement et du postpartum. Par contre, chez les femmes dénaturées, cette fragilité va au-delà de la limite du normal déséquilibre attendu et se transforme dans une série de comportements de nature pathologique. Donc, il y a cette problématique de considérer l'instinct maternel comme quelque chose de naturel, qui fait partie de la nature, de la nature de chaque femme. Donc, si on part de ces présupposés, c'est sûr que tous les sentiments d'ambiguïté, la rage, la fatigue, la colère,
sont interprétées comme des preuves d'un état pathologique de la femme. En conclusion, on peut dire que l'explication donnée par les psychiatres de l'époque était une explication pathologisante, qui considérait comme unique explication des souffrances psychologiques féminines les corps et la relation mère-enfant, et qui ne prenait pas en compte les expériences traumatiques vécues par beaucoup de femmes en tant qu'individus et pas en tant que mères, les conditions socio-économiques défavorables, et enfin, surtout, ne prenait pas en compte la possibilité que l'instinct maternel ne fait pas partie de la nature de chaque mère, ou que, quand même, une mère peut éprouver envers ses enfants aussi des sentiments négatifs, et que ça n'implique pas forcément qu'elle est malade. J'ai parlé, jusqu'à ce moment, je parlais de l'interprétation des psychiatres. Mais dans ma recherche, je me suis interrogée beaucoup aussi sur l'autoperception de la maladie par les patients. Et là, je dis seulement un truc, c'est intéressant voir que les patients avaient intériorisé le discours médical et ils avaient intériorisé les attentes sociales liées à leur genre d'appartenance. Donc, dans les hallucinations, dans les délires des patients, on retrouve les mêmes symboles, les mêmes jugements qu'on retrouve dans le discours médical. Et ça, c'est sûr, c'est intéressant. Et pour conclure, je voudrais dire quelques mots sur une recherche que je viens de commencer. Et sur la dépression postpartum, les baby blues et les troubles liés à la maternité et à la paternité. Cette fois, je m'occupe de Marseille aujourd'hui. Et j'ai commencé à faire les premiers entretiens aux femmes, aux mères et aux pères. Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé beaucoup de similarités dans les témoignages des mères et pères qui font les expériences de parentalité aujourd'hui, et des éléments que j'avais trouvés dans ma recherche donc sur la psychiatrie italienne entre 19e et 20e siècle. Je dis seulement quelques éléments, quelques similarités que j'ai trouvées. Alors, dans les entretiens, en ce qui concerne les femmes, il est ressorti, par exemple, les liens entre migration, isolation et expérience de la maternité. J'ai interrogé différentes femmes algériennes qui habitent à l'Estac, et dans leur témoignage de leur expérience de l'accouchement et après de les postpartum, c'est clair que l'expérience de la migration, c'est une expérience centrale dans leur vécu. Et aussi, toutes les difficultés économiques en place importantes. Après, il est ressorti, le deuxième élément, cette scission, cette séparation entre la femme en tant qu'individu avant l'accouchement et la femme en tant que mère après l'accouchement. Donc, il y a vraiment ces narrations qui parlent d'une femme qui est femme, qu'individu, qu'en vie personnelle. Et après, après l'accouchement, cette dimension d'individualité disparaît complètement. Et enfin, l'élément que je trouve plus intéressant, il est ressortir cette inquiétude par rapport au fait d'éprouver des sentiments ambivalents envers les enfants. Donc, il y a des femmes qui se questionnent sur la naturalité de l'instinct maternel et se demandent mais pourquoi je n'ai pas d'instinct maternel, je suis une mauvaise mère, je suis une mère malade. Et ça, c'est quelque chose qui est sorti beaucoup. Donc, je termine ici. Si vous voulez poser des questions, faire des réflexions. Oui. Tu as une question à poser? Moi, vendredi, j'avais vu un film que la mère était malade. Ouais. Et si demain était court, la fille, elle va à l'école avec sa mère qui était malade. À la fin, le mari l'a enfermée à l'hôpital. OK. Après, la fille, elle grandit. Oui. Elle va voir sa mère. Oui.
Après, il s'amusait à couper les fleurs. Ok. Et il pleuvait, il rentrait dans la chambre et c'était la fête. Ok. Ben intéressant. Merci. C'est vrai que tu as beaucoup parlé donc des mères, mais la dépression du postpartum chez le père, tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en ce qui concerne la recherche historique, ce que je pouvais remarquer, c'est que la dépression postpartum chez les pères concerne surtout la difficulté de gestion de la vie pratique, c'est-à-dire toutes les dimensions vraiment liées à la responsabilité d'avoir un travail qui permet la subsistance de la famille. Donc, il y a cette dimension de la responsabilité, de la protection de la famille. Donc, il sort moins un côté émotionnel que c'est par contre très présent dans les cas des mères. Et il y a plus ces sentiments vraiment de responsabilité économique, financière et oui, de protection de la famille. Et c'est intéressant parce que si on regarde les délires de culpabilité, si on regarde les délires des femmes, là, on trouve surtout des délires de culpabilité. Par contre, si on regarde les délires des hommes, on trouve des délires qui s'appelaient des délires de grandeur. C'est-à-dire, ils disaient d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des travaux de grandes responsabilités, d'avoir une force physique exceptionnelle. Donc, il y avait une sorte de construction d'un alter ego qui répondait aux stéréotypes de l'homme viril et du bon père des familles. Là, en ce qui concerne la recherche que j'ai fait dans les archives, en ce qui concerne la recherche que je viens de commencer, j'ai commencé à faire des entretiens à des pairs. Et là, la chose qui m'a pas étonnée, mais qui m'a intéressée le plus, c'est qu'il y a chez les pères, avant tout, la chose qui est ressortie plus fréquemment, c'est que les pères semblent devenir pères après l'accouchement. Donc, l'effet d'avoir pas une expérience corporelle de la grossesse fait si que vraiment, après l'accouchement, il y a un moment de choc. Et ça, c'est quelque chose qui est sorti. Et après, c'est intéressant parce que les pères ont l'impression de devoir démontrer aujourd'hui leur place et leur rôle dans la famille. C'est-à-dire, ils trouvent que pour la société, c'est évident que la mère, c'est la mère, mais c'est pas évident que les pères aient une place. Et donc, il y a vraiment un sentiment il faut lutter, il faut se battre pour démontrer leur place dans la famille. Dans un côté, dans certaines expériences. Dans des autres, il y a encore cette image du père comme les pères qui doit être les pères solides, qui doit maintenir un certain... Et donc, il y a vraiment, dans la période du postpartum, la volonté de rester solide à côté d'une femme qui, par contre, est justifiée à avoir un moment de déséquilibre émotionnel. Oui, Gaïa, moi je voulais te poser une question parce que l'objet de ton étude se situe fin du 19e jusqu'au milieu du 20e, c'est ça? D'accord? Et à un moment donné, tout ce que tu entreprends et que tu explores, ça me renvoie à une autre approche. Chaque période de temps entraîne des nouveaux fléaux, des nouvelles défis pour la recherche, la compréhension et la construction humaine. Elle va comme ça. Donc moi, à travers la procréation, ce qui m'a frappé, c'est justement la naissance de l'enfant interroge la mère. À travers la naissance de l'enfant, quand l'enfant vient au monde, là, ça va être aussi un prétexte pour justement voir les troubles que va générer cette naissance. Et ça me renvoie justement à la même incompréhension, la gestion de l'incompréhension, je parlerai de ça,
quand il y avait la toxicomanie. La toxicomanie, forcément, le produit, c'était pas lui qui rendait addict. Le produit était un prétexte pour révéler que les personnes avaient une souffrance antérieure. Et donc, au lieu justement de regarder le produit, c'était regarder la personne dans son ensemble. Et là, on retrouve les mêmes facteurs. D'abord l'immigration, le truc, et en même temps, c'est quelque part comment on a une compréhension de sous-sol. Parce qu'en même temps, c'est très accusateur. C'est une manière de dire, c'est de leur faute. Parce que la norme détache ces personnes. Il y a un deuxième moment aussi que j'aimerais bien te poser la question, c'est justement entre ces moments où il y a l'adaptation de la femme qui devient mère, la mère qui devient enfant, c'est la gestion de ces transformations. Est-ce que cette putain d'humanité peut est-ce que cette putain d'humanité, dans sa compréhension, elle peut intégrer qu'il y a des phases de transition et de digestion et non, ne pas accuser les personnes. C'est normal, quand on n'est pas une mère, on le devient. Et chaque fois, donc, il y a toutes ces crises qui surgissent. Et à un moment donné, c'est aussi très confortable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Aussi, il y a d'autres facteurs aussi qui sont très spécifiques. Parce que entre la libération aussi de la psychiatrie, avec une autre forme d'organisation en Italie, en France, ce n'est pas du tout le cas. On est encore loin. Et donc, on peut regarder une autre forme de camisole qui t'amène à des convergences communes avec. C'est justement comment on gère ceux qui sont différents. La société, elle est en France, on peut regarder sur ce prisme et on retrouve les mêmes choses, quoi. Alors, en ce qui concerne la première question que tu posais, moi j'ai commencé cette recherche sur que les genres, c'était une bonne clé de lecture des dossiers. Et à la fin, je suis arrivée à la conclusion que c'est une bonne clé de lecture, mais c'est vrai que c'est seulement une partie de l'histoire. C'est-à-dire, comme tu disais, il faut considérer la personne dans son ensemble et dans son rapport avec les territoires et avec la situation socio-économique dans laquelle elle se trouve à vivre. Et après, en ce qui concerne la gestion tu parlais de la différence entre la gestion de la maladie mentale en Italie et en France, donc la gestion des anormaux. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la relation ambiguë entre un système de welfare, donc l'État social, et les contrôles. C'est-à-dire, en France, vous avez encore un État social, donc un système de welfare meilleur qu'en Italie. Mais c'est vrai que toutes les structures qui forment ce système de welfare sont en même temps, j'ai l'impression, aussi des structures de contrôle et de normalisation. C'est-à-dire la personne qui entre et qui a l'occasion de se faire aider, en même temps, elle est jugée dans ses comportements et il y a une tentative de normaliser ces comportements. Par exemple, moi je pense à les PMI, que c'est quelque chose qui n'existe pas en Italie et que j'ai découvert ici en France. Et là, c'est clair, dans les entretiens que j'ai fait avec des femmes, les PMI sont importants. Ils donnent les premiers renseignements, les premières aides dans l'expérience de la maternité, surtout dans les premiers moments. Mais c'est clair aussi qu'elle se sent jugée dès qu'il entre dans les PMI. Donc, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir sur cette contradiction dans la gestion des anormaux entre un système de welfare qui donne des aides et un système de contrôle et de normalisation de la déviance. Et je pense que c'est un peu la clé de... Ouais, Gaïa, je voulais te remercier vraiment ton exposé. Par rapport justement, moi ça m'a beaucoup touché ton questionnement sur la question de l'assistante maternelle, parce que je pense que vraiment la culpabilité qu'on ressent quand il y a cette sorte de nature dans laquelle on ne se sent pas
des fois, et je pense que l'expérience de l'ambiguïté est vraiment vécue, partagée par beaucoup de mères sur cette idée de qu'est-ce que c'est. À ce propos, je voulais juste te demander si dans les archives, tu as trouvé des références aussi sur l'assistante paternelle, s'il y a des références. Et après, voir aussi ce que tu disais par rapport aux structures, justement, souvent, cette que tu as, sur laquelle tu parlais, de comment, du coup, la gestion de la maternité, aussi dans les rencontres avec les structures, comme les PMI, mais aussi les crèches, les écoles, c'est-à-dire comment gérer cette transition entre les vécus des mères avec toute la complexité qu'il y a, et après certains du coup, structures qui ont regard sur les comportements qui doivent être celles d'une bonne mère. Moi aussi, comme expérience, en travaillant avec beaucoup de femmes sur les problèmes de sommeil liés aussi à la maternité, je retrouve cette même question de se sentir coupable parce qu'on est énervé, parce qu'on est fatigué, et en même temps se sentir jugé par des structures qui peuvent le faire. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que pour créer cette articulation, il y a aussi les partages d'expériences sur la question donc, des structures comme la crèche, justement, qui a recours de ça. Martine. Oui, bonjour. Je voudrais répondre à ce que vous venez de dire. Je crois que c'est un accompagnement. Une mère, enfin, quelqu'un qui devient mère, a le choix, devrait avoir le choix entre une assistante maternelle, qui est une professionnelle de la petite enfance, qui est là pour accompagner, et une crèche où il y a une structure sociale plus importante, puisqu'il y a une personne pour 5 enfants quand ils ne marchent pas, mais avec une équipe. Et là aussi, on rencontre des professionnels qui sont là pour accompagner. Et quand vous parlez de la PMI, je crois aussi que c'est de l'affaire d'une rencontre entre une puéricultrice, une éducatrice, une psychologue. C'est pas la protection maternelle infantile. C'est le devenir et la créativité de ce lien. Ce lien qui peut se faire avec une auxiliaire de puériculture, par exemple, dans une crèche, ou avec une assistante maternelle. Et là, les parents ont, j'espère, c'est pas toujours facile, le choix entre ces deux modes d'accompagnement. Ce n'est pas qu'un mode de garde, c'est des professionnels qui ont une formation et qui essayent d'accompagner. Voilà. C'est vrai que ça s'appelle PMI égale protection maternelle infantile, alors que l'accompagnement, c'est aussi de la prévention avant tout. C'est juste. En même temps, et je rejoins un petit peu ce que disait Gaïa, et à travers ce que nous, on constate, quand on accompagne des parents qui ont des difficultés psychiques, c'est que fréquemment, justement, cette espèce d'ambiguïté ou d'arme à double tranchant, c'est-à-dire que il y a un côté d'accompagnement, de soutien, d'aide, qui peut effectivement se mettre en place et souvent d'ailleurs de manière, avec une grande qualité. Mais il y a aussi, alors des fois ça peut être subjectif, c'est-à-dire que les parents très culpabilisés peuvent projeter cette culpabilité-là sur l'autre et dire c'est l'autre qui m'accuse. Mais en même temps, nous on voit bien que souvent ces parents ils sont pointés du doigt. Alors, nous, on est dans le champ de la santé mentale, donc les parents, ils peuvent être pointés du doigt parce qu'ils sont, entre guillemets, étiquetés, il y a des troubles psy, mais ça peut être étiqueté parce qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi nourrir leurs enfants, ou enfin, pour des tas de raisons. Il n'y a pas que... Dès qu'on est dans une précarité, quelle que soit sa source, il y a cette espèce de... Voilà, c'est-à-dire, je te donne de l'aide, mais en même temps, je te contrôle, je te dis ce qui est bien, je te dis ce qui est mal. Et il y a des espèces les synthèses, ces fameuses synthèses, quelle angoisse. Des fois, on nous demande, est-ce que vous seriez d'accord pour venir participer à la synthèse de ma machin? Non, la catastrophe. Non, parce que souvent, on ne devrait pas, mais... Ça donne le sentiment, la sensation, et c'est parfois, oui, c'est la réalité. On en parlera sûrement cet après-midi quand il y aura les avocates, mais ça va jusqu'au jugement.
Bien sûr. l'intervention du juge, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup Tout à fait. de gens qui ne demandent pas, nous inclus. C'est-à-dire que on est très hésitant à mettre en place des systèmes d'aide auprès de parents parce que voilà. Il y a les deux aspects, c'est vrai. Je peux faire l'articulation avec vous et en même temps intervenir, parce qu'on parlait d'assistante maternelle et paternelle. Ça, c'est justement sur le prisme institutionnel et comment une société confortable peut agir et aider. Mais autrefois, c'était pas que comme ça. L'assistante maternelle, c'était la mère, la grand-mère qui le faisait, la Tout à fait. sœur. C'est comme ça que, justement, par transmission, ça s'opérait, quoi. Et à quel moment, justement, il y a ce bouleversement, c'est quand on change aussi de philosophie, Oui. de normes sociétales. Tout à fait. Et donc, voilà. Et donc, si on peut dire, après le XXe siècle, l'ère industrielle, il y a une organisation sociale et familiale qui se met en place. Et pour faire une connexion avec ce que disait Gaïa, forcément, on trouve toujours des disparités ou des sacrifices dans ce processus de normalisation avec les migrants. Oui. Parce que les migrants, ils arrivent, ils quittent un environnement, le temps qu'ils s'adaptent et qu'ils épousent ou qu'on lui impose. Et donc, il y a ces mouvements de douleur. Et en même temps, je veux dire que la réponse aussi, la nature, elle est bien faite parce que souvent, il y a des personnes qui sont nées dans ces contextes, justement, où il n'y a pas de repères. Et ils sortent des grands hommes aussi. La nature aussi, elle a ce secret. On peut l'apprivoiser, on peut le conditionner, mais aussi, il y a, comme la nature, elle a des objectifs et des finalités qu'on n'arrive pas à saisir, quoi. Ça, il faut pas perdre ça de vue. Et en même temps, je fais la transition avec vous, si vous pouvez vous présenter. Excusez-moi. Alors, je suis Martine Dianouk, je suis psychologue et j'ai travaillé en pédiatrie au CHU de la Timone, à la conception, en néonat, et puis par la suite, et en CMPP. Et ensuite, enfin, je dis enfin parce que c'est la fin de mon parcours en tant que psychologue, j'ai travaillé dans une MDS, ce qu'on appelle maison dite, ça c'est moi qui le rajoute, de la solidarité, et dans un CAMS, Centre d'action socio-médicale précoce. Il est vrai que des familles venaient, je rebondis sur ce que disait Marianne, des familles venaient plus volontiers exposer leurs difficultés dans un CAMS que dans une PMI. Hein, c'était pour eux quelque chose de préférable, de moins coercitif, d'avoir un regard, comme vous disiez, jugeant. Hein. Mais c'est l'articulation entre les différents professionnels, les différentes structures, qui peut permettre le respect et la situation. Comme on a pu faire, hein, de travailler en équipe, en réseau, tout en respectant chacun, le travail de chacun et l'écoute des personnes en difficulté. Je me présente à Medab Derriman de l'équipe mobile de santé communautaire. En fait, quand une femme devient mère, c'est pas, en fait, pour certaines communautés, je prends l'exemple de la communauté comorienne, quand une femme devient mère, en fait, elle ne l'est pas forcément, parce qu'en fait, la grand-mère s'appelle la maman de cet enfant, la sœur, c'est la maman de cet enfant, le petit, c'est l'oncle, il est en même temps le père, le frère du père, du papa, c'est le père. En fait, l'enfant se retrouve un petit peu dans des nuages. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences psychologiques pour l'enfant en grandissant? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. C'est-à-dire que l'enfant est entouré par plusieurs pères, plusieurs mères, plusieurs tantes. En fait, ça ne s'appelle pas tante. Les tantes s'appellent maman. Donc, en fait, je complète son propos. En fait, c'est ce que la question qu'il pose, c'est comment on fait avec d'autres formes d'organisation familiale. Et comment, quand l'organisation familiale extérieure n'est pas légale sur ce territoire, et comment on fait justement pour rapprocher ces repères
Et les conséquences, parce que là, justement, je vais en appui sur toi, c'est les conséquences psychologiques de cette adaptation, pas de leur organisation, parce qu'elle est bien rodée, là, leur. Mais je crois que si les structures existent, c'est justement parce que la communauté, quelquefois, des mères sont isolées de cette communauté dans un parcours de migration et que la naissance, avec tout ce que ça représente culturellement, par exemple pour les Comores, eh bien, l'appui n'est pas là et donc timidement et maladroitement, ces structures se proposent d'accompagner un peu. Mais ça ne remplace pas ce qui se passe au niveau d'une communauté. Je veux juste finir, parce qu'en fait, si ces enfants partent en vacances aux Comores, Oui. on le présente, voilà, c'est ton papa, c'est ta maman. Donc, il se retrouve avec plusieurs papas et plusieurs mamans. Donc, cet enfant se trouve un peu perdu, quoi, en fait. Donc, c'est pour cette raison que je demande, il n'y a pas des conséquences psychologiques pour la psychologie de l'enfant? Et en fait, ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas si ça peut se rajouter par-dessus, mais dans notre société aujourd'hui, avec les familles recomposées, et parfois même recomposées avec des cultures complètement différentes, l'enfant qui naît avec des, entre guillemets, demi-frères, demi-sœurs, quart de demi ou tiers de demi, si en plus c'est des cultures différentes, le problème de la composition, de l'interrogation justement sur cet enfant peut se poser, non, j'imagine? Oui, et en même temps, je vous passe la parole parce que c'est. Est-ce qu'il y a une étude comparative, justement, qui font voir les enfants qui sont pris en charge, entre guillemets, parce qu'il y a aussi un facteur économique, on revient sur ça, dans les crèches, et ceux qui sont livrés à eux-mêmes, quoi. Ça serait bien de voir le poids de ces influences. Livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Hein, ça me paraît... moi, je disais simplement que c'était un passage possible. Ce n'est pas une nécessité. Il n'y a pas d'obligation à aller dans une crèche ou choisir une assistante maternelle. Il y a d'autres possibilités qui sont à respecter et au contraire. Moi, il me semble qu'il n'y a pas... C'est pas figé. C'est des structures qui proposent un service. Voilà comment je le vis. Et là, je rebondis aussi sur l'ambivalence qu'il y a entre le droit et le contrôle. Parce que souvent, quand on vous donne un droit, on vous oblige aussi à fréquenter toutes ces infrastructures, on va dire. Donc, finalement, c'est implicite aussi. Donc, c'est pas un service, parce que le jour, aujourd'hui, avec l'administration, vous répondez pas à une orientation, on vous coupe vos droits. Donc, il y a aussi cette réalité, quoi. J'ai trouvé très intéressant l'intervention que vous avez faite, parce qu'en fait, ce que j'ai vu dans ma recherche, c'est que les femmes commencent à avoir des troubles mentaux et des souffrances psychologiques liées à la maternité, du moment qu'elles laissent la campagne, elles arrivent dans la ville, et dans la ville, il n'y a plus toute une série de figures qu'il y avait avant. Parce qu'avant, il y avait la mère dans une maison qui n'était pas une maison fermée, mais là, elle partageait son rôle de mère avec toute une série de figures féminines. Et c'est vrai aussi que dans les entretiens que je viens de faire avec des mamans algériennes qui arrivent en France dans les dernières années, il y a cette même sensation. C'est-à-dire la souffrance psychologique dérive vraiment du fait d'être pas entourné dans une famille plus large avec laquelle pouvoir partager les difficultés, oui. Et ça, c'est une chose que je trouve très intéressant. Et je ne sais pas si les structures médicaux peuvent prendre la place d'une communauté. Je ne sais pas, c'est difficile, mais c'est vrai que, par exemple, dans l'entretien que j'ai fait avec cette femme algérienne, elle me disait, vu que je n'avais pas de famille, je me suis adressée à la PMI. Donc c'est vrai qu'il y a
Après, je ne sais pas si ça marche vraiment. Et après, je voulais répondre à Ariana parce que je ne t'avais pas répondu. Mais sur l'instant paternel, il n'existe pas, c'est clair, parce que la maternité, c'est vu dans une manière naturelle, mais la paternité, c'est tout à fait culturel. Donc, il n'existe pas en dimension. Et la dernière chose que je voulais dire, que c'est intéressant, que je pense que beaucoup de choses ont changé du moment où il y a eu une médicalisation de l'accouchement et de la maternité, parce que c'est là que les sages-femmes, donc une expérience, une proximité entre femmes a été substituée par un contrôle plus artificiel et plus... Je m'appelle Jean-Michel Requena. Je voudrais savoir comment la maladie peut contrarier au niveau mental. Je voudrais savoir si elle se guérit. Parce que moi, c'est plutôt intérieur. Vous comprenez, j'ai une maladie très nerveuse. Mais je me demande comment il faut la combattre. Et je m'isole souvent dans mon lit et je dors beaucoup. Et je voudrais savoir comment je peux combattre ça parce que j'ai des gros traitements et les psychiatres ne veulent rien savoir et je souffre beaucoup de cette maladie-là. Voilà. Merci. Et j'ai fait beaucoup de danse. J'ai bien raison parce que la psychiatre, elle est là. Lâchez-la, allez-y. Et elle se cache. Voilà, je suis M. Farina David. Je suis hospitalisé à l'hôpital Édouard Toulouse à l'Escale. Ça fera 2 ans et demi. Entre-temps, il y a eu la mort de maman. J'étais tout seul, j'en pouvais plus. Les cachets avaient pris le dessus. Je fais partie de la famille des schizophrènes, ceux qui entendent des voix. Et c'est lourd à porter. Et c'est tous les jours. Tous les jours qu'il y a les voix. Des fois, ça s'arrête un petit peu. Et des fois, ça parle mal, ça parle. Et un beau jour, j'ai voulu en finir avec la vie. Je voulais me jeter du 4e étage. Et j'ai attendu toute une nuit avec un bol de café, un paquet de cigarettes. J'ai tourné autour de la table et je disais pas comme ça, papa. Pas comme ça, pas la mort comme ça. Je ne mérite pas ça. Pas la mort comme ça. Je suis allé voir vite mon infirmier Jo Ambrosino. Et j'ai dit, Jo, ça va plus. Et voilà, depuis, ça fait 2 ans et demi que j'ai replongé dans Édouard Toulouse. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'on guérir un malade mental ou un malade mental atteint de la tête? Parce qu'il y a des personnes âgées, ils me posent des questions, et je crois que ça vient peut-être de la maladie d'Alzheimer du cerveau. Est-ce qu'on peut guérir cette maladie-là, la maladie Parkinson, les 2 maladies très graves, est-ce qu'on peut les guérir? Alors, il y a des recherches, hein, il y a beaucoup de gens qui essayent. Alors là, vous parlez de Parkinson et de l'Alzheimer, qui sont des maladies neurologiques, hein, effectivement, du cerveau, contrairement peut-être à ceux dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Justement, Gaïa disait qu'on essaye un peu trop de faire porter sur le cerveau, le corps ou les hormones des choses qui n'ont pas forcément à voir avec ça, mais qui ont à voir avec l'histoire, avec l'environnement. Là, les maladies dont vous parlez, effectivement, on est plutôt sur des maladies cérébrales et pour lesquelles, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a peu de traitements très efficaces, mais il y a des recherches et tous les jours, en tous les cas, il y a des chercheurs qui se penchent sur ces questions-là pour faire avancer les choses. Et ça donne beaucoup d'espoir, hein, bien sûr. Ah,
Là, vous parlez de techniques de thérapie pour jouer, oui, des choses comme ça, ça aide beaucoup. Tu sais, Marianne, des fois, comme elle perd la tête aussi, elle joue aussi à ça, je te jure. Mais il y a plein de techniques qui permettent, cet après-midi, il va y avoir des ateliers justement de sophrologie et de relaxation qui sont aussi des moyens de se sentir mieux et dans son corps et dans sa tête. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour soi, pour se sentir mieux et pour s'entraider, pour se sentir bien, que ce soit des jeunes mères ou puisqu'on fait même des séances avec les bébés, je crois. Ouais, ben c'est cet après-midi, ça. On ne casse pas le travail, quoi. On s'est levé un cul pour faire la programmation, en 2 secondes, on le détruit. Excusez-moi, on s'est levé la tête, tu vois, pour essayer de construire quelque chose. Et merci, Marianne. Voilà. Vous avez d'autres questions? Daniel. Ah, la prof de sophrologie, elle est là. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vous propose cet après-midi des ateliers de sophrologie, que ce soit pour les mamans qui ont besoin de se détendre avec leur bébé si elles en ont, que ce soit ces personnes qui ont parlé là, qui veulent savoir un petit peu si on peut faire quelque chose pour la tête. Moi, ce que je propose, ce sont des séances de relaxation, apprendre à écouter son corps, apprendre à respirer, apprendre à simplement se relaxer. Ça, c'est pas évident, hein, parce qu'on a tout le temps la tête, souvent le mental qui travaille, qui tourne, hein, la tête, toutes les pensées, tout ça. Apprendre à prendre du recul par rapport à ça et simplement être dans l'instant présent et relaxer toutes les parties de son corps, de lâcher prise, Voilà, je vous propose ça cet après-midi. Vous verrez, cet après-midi, les personnes intéressées pourront s'inscrire. Ça, il faut voir avec Ali. Je ne sais pas si les personnes viennent, s'inscrivent, comment ça se passe. On vous expliquera ça pendant le temps du repas, madame. Très bien. Vous savez, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est la danse. J'aurais voulu faire quelque chose, un spectacle sur Raider Toulouse, au niveau de Corona, tout ça, la chanteuse Corona. Je voulais faire quelque chose sur Raider Toulouse pour pouvoir me faire voir actuellement et passer dans le journal, tout ça, pour faire avancer ma maladie, voilà. Merci. Marianne, tu as compris la commande, hein, moins de cachet, plus de danse. Non, elle est juste là, juste là. Elle est où, Marianne? Ouais, elle fait de la danse, là. Ouais, je te dis. Moins de cachet, plus de danse. Hein. Ne le dis pas en rigolant. Y a-t-il encore quelques questions, réflexions, propositions à partager maintenant? Sinon, moi, je vais vous indiquer comment ça va se passer entre midi et 2, parce que j'ai pour mission de faire arrêter ou reprendre les débats. Donc là, on arrive au terme de la matinée. Donc, la Cité des Arts a aussi d'autres locaux. Là, on est chez les Génériques Vapeur. Et le repas proposé par Édouard Toulouse est donc chez les Arts à part. Donc, il y a les collègues qui vont vous montrer où c'est. C'est simple, il suffit de traverser. C'est le bâtiment qui est en face.